Bonjour François Langlais. Bonjour Patrick. Éditorialiste économique, bien sûr, LCI, TF1. Vous êtes celui qui nous fait comprendre l'économie et j'allais dire pour une fois, quand même incroyable, un livre optimiste. Rien ne va, mais en fait, l'année 2023 peut nous sauver, dites-vous. C'est le titre de votre livre publié chez Plomb. François, non, c'est une blague, c'est un poisson d'avril. Non, en fait, si vous voulez, d'abord, ça fait 15 ans que j'écris des livres pessimistes. Et puis, là, au-delà de l'accumulation des catastrophes qui s'est produite, c'est-à-dire catastrophes climatiques, enfin disons crise climatique, l'inflation, la guerre, l'épidémie, il me semble que on voit poindre les pousses vertes d'un monde nouveau. Et que un certain nombre de ces catastrophes sont reliées entre elles parce que ce sont des conséquences de la même cause, cette cause ultime étant une crise de transition d'un monde à l'autre. C'est la fin du grand cycle libéral. On s'oriente vers un monde très différent dans lequel, je crois, les choses ne seront pas si mauvaises. Alors là, vous êtes optimiste, vous vous dites, en fait, la transition, ça peut prendre quoi, 20-30 ans? Vous dites, là, on a déjà pratiquement fait l'essentiel. Oui, on peut dater son début à la crise de 2008-2009. Donc on a déjà fait une quinzaine d'années. Si on regarde l'histoire, on voit que ces transitions, elles se produisent relativement régulièrement, tous les 80 ans, un petit siècle en fait. En gros, la durée d'une vie humaine, curieusement, à peu près. Et que, en général, elle dure une génération, c'est-à-dire une vingtaine d'années, parce que il faut le temps que les leviers du pouvoir économique et politique passent d'une génération à l'autre. Si les crises sont longues à régler, c'est pas à cause de leurs difficultés intrinsèques, c'est à cause des préventions intellectuelles que nous avons, nous, à considérer la réalité et à admettre que le monde d'avant ne reviendra pas. Oui, alors le monde aujourd'hui, vous dites, se divise entre un monde qui décline et qui ne veut pas décliner encore, et puis un autre qui monte mais qui ne veut pas vraiment gagner. C'est vrai. C'est vrai, en fait, ce qui symbolise cette opposition, c'est l'Amérique, le maître du monde déclinant, qui était là depuis 80 ans, en gros, enfin un peu plus, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ça s'est affirmé à la Deuxième Guerre mondiale, mais le déclin de l'Empire britannique, qui était le maître du monde d'avant, c'est la Première Guerre mondiale. Et on voit que les États-Unis sont sur une trajectoire déclinante, d'abord parce que leur poids relatif dans l'économie mondiale diminue, au profit de la Chine, de l'Inde, de tous ces nouveaux pays qui, eux, progressent très vite, et puis parce qu'il y a une espèce de fatigue de l'intervention extérieure aux États-Unis, comme toujours à la fin de la période de domination d'un empire, il est victime de ce que l'historien Paul Kennedy appelle une surexposition impériale. On ne veut plus aller combattre pour défendre le pouvoir. C'est le retrait d'Afghanistan calamiteux, décidé par Trump mais exécuté de façon pitoyable par Joe Biden. C'est cette intervention en Ukraine qui était effective, mais sans troupes. Oui, vous dites alors, peut-être une parenthèse, François, vous dites concernant l'Ukraine que la vraie raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, évidemment, en plus de la nostalgie de l'Empire soviétique de la part de Poutine, mais c'est surtout, vous dites, au fond, l'affaiblissement américain qui est la cause de cette invasion. Bien sûr. Si vous voulez, quand le maître du monde fatigue, tous les méchants se réveillent. Et les méchants, c'est Poutine, bien sûr, c'est Xi Jinping qui s'est radicalisé, notamment dans sa conquête de la mer intérieure, c'est ce qu'ils appellent la mer intérieure, en réalité la mer de Chine. C'est Erdogan qui montre les dents face à la Grèce, c'est Kim, en Corée du Nord, qui tire un pétard tous les 8 jours. On voit bien que pour tous ceux-là qui veulent reconstituer leur empire, ils perçoivent la faiblesse américaine. Parce que, d'abord, à côté des États-Unis, il y a maintenant la Chine, qui représente un poids économique considérable et qui menace le leadership américain, même si, à mon sens, elle ne parviendra pas à le remplacer. Et puis, il y a ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire le fait qu'au sein même de l'Amérique, il y a des fragilités politiques, on l'a vu à la fin de la présidente Trump, et fragilités plus globalement sur la projection qu'ils se font de leur rôle dans le monde. Mais vous dites très clairement, par exemple, si ça avait été Trump au pouvoir aux États-Unis, il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Ukraine. On peut le penser parce que je pense que Trump aurait pu effrayer Poutine en étant lui-même imprévisible. Un fou, même, vous dites. Oui. C'est-à-dire qu'un fou face à un autre fou, quoi. Oui, et au fond, peut-être le négatif, les deux négatifs se neutralisent, quoi. C'est-à-dire que, pour peu qu'on puisse se mettre dans la tête de Poutine, face à quelqu'un qui est imprévisible, on ne prend pas le risque de déclencher ce qui pourrait être une guerre mondiale. Alors que vis-à-vis de Biden, qui lui-même avait annoncé dès le début qu'il n'irait pas combattre en Ukraine, il avait dit dès le début,
avant même le déclenchement de l'offensive. Donc c'est comme un feu vert, en fait. Oui. C'était au fond, en tout cas, un feu orange qui permet de passer sans prendre trop de risques. Et je pense que c'est au-delà, effectivement, de la volonté russe de reconstituer l'Empire, ça a été une espèce de feu vert d'opportunité qui a, en tout cas, autorisé le déploiement de ses forces. Oui, mais alors l'autre empire, c'est l'empire chinois. Oui. On le voit en difficulté, là, avec la politique de zéro Covid. On voit les manifestations, là, en ce moment, en Chine. Et qu'est-ce que ça va amener ? Peut-être un refermement finalement un affaiblissement de la Chine. Je pense que, disons, l'âge d'or de l'ouverture chinoise est terminé. Le Covid, qui est au demeurant assez mal géré, on sait pourquoi, il n'y a pas de vaccin, donc ils ne peuvent pas se permettre de laisser le virus circuler comme nous l'avons fait. Et au-delà de ça, la Chine est maintenant aussi sur une trajectoire démographique qui va compliquer beaucoup son équation économique et donc son équation démographique. Même oui, mais c'est incroyable, il y a un seul chiffre à retenir. Depuis 2015, la population active chinoise diminue de 7 millions d'individus par an. C'est considérable. C'est énorme. Et évidemment, ça hypothèque les ambitions stratégiques du pays. Tout ça pour vous dire qu'entre une Amérique déclinante, une Chine qui, à mon sens, ne parviendra pas à être véritablement le maître du monde, il est tout à fait probable qu'on entre dans une période de mondialisation fragmentée, avec des grandes zones qui vont se faire concurrence les unes entre elles, très différente de la période de mondialisation que nous avons connue dans les 40 dernières années, où il y avait une superpuissance, l'Amérique. En fait, il n'y a pas de mondialisation sans superpuissance. Parce que c'est elle qui fait la police, qui dit justement aux méchants, attention, si vous bougez une oreille, ça va mal se passer. Du coup, chacun des méchants reste dans son pays. C'est aussi la superpuissance qui émet la monnaie mondiale. Le dollar, c'est la superpuissance qui émet les règles de transactions commerciales ou financières mondiales. On a vu ça avec les États-Unis. Ce monde-là, c'est fini. Donc on entre dans un monde beaucoup plus chahuté, où il y aura des conflits entre les zones, la zone américaine ou occidentale, plutôt américaine et européenne, je pense, au vu des dernières dispositions prises par Biden justement pour protéger l'économie américaine, une zone qui est la reconstitution de l'Empire ottoman, une zone russe, une zone chinoise. Et alors évidemment, ça peut paraître négatif. Pour autant, je pense que ça aura des aspects positifs parce que ça va contraindre l'Europe à se réindustrialiser, à se réarmer face à la concurrence justement des autres zones et à sortir de cette espèce de naïveté dans laquelle nous sommes depuis une trentaine d'années, qui nous fait considérer qu'avec des frontières ouvertes, à la fois pour les hommes et pour les produits, au final, on y retrouvera nos petits. Ça n'est pas vrai. Vous parlez de frontières économiques, là. Frontières économiques et aussi frontières globalement migratoires, si vous voulez. On n'est pas du tout équipé pour les crises des migrants qui se profilent. Et de ce point de vue, nous avons vécu un peu dans cet idéalisme qui nous permettait de penser qu'on arriverait à régler les problèmes à force d'interventions humanitaires ponctuelles, etc. Ça n'est probablement pas suffisant. Et donc, frontières économiques, frontières tout court, frontières politiques, il faut maintenant que l'Europe prenne acte de ce nouveau monde et qu'elle s'organise en conséquence. Je pense que c'est la vertu de cette crise que les élites politiques et économiques, justement, prennent conscience de ce nouveau monde. On voit Emmanuel Macron, qui, il y a quelques jours, nous dit il faut l'équivalent d'un Buy European Act, c'est-à-dire d'une disposition qui permette aux entreprises européennes ou aux acteurs publics européens de privilégier les fournisseurs européens lorsqu'ils passent commande. Ça n'est que du bon sens. Une sorte de protectionnisme européen. Oui, appelons les choses par leur nom. Recréer, en fait, une frontière extra-européenne. Oui, absolument. Une frontière commune européenne, disons, qui n'est pas nationale, mais qui permette de défendre le continent. Regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. À partir du 1er janvier, aux États-Unis, quand vous acheterez une voiture électrique, vous aurez un bonus de $7 500, mais vous ne l'aurez que si vous achetez une voiture fabriquée sur le sol d'Amérique du Nord, soit États-Unis, Canada ou Mexique. Oui. C'est du bon sens, mais ça va pénaliser évidemment les exportations européennes. Nous, aujourd'hui, on a un bonus écologique en France, il est de 6 000 € si vous achetez une voiture électrique, mais on le donne aussi pour les voitures chinoises. Ça veut dire que l'argent du contribuable français sert à subventionner l'industrie chinoise en Europe. C'est aberrant. Oui, et alors l'inflation, vous dites, elle va durer.
elle risque de durer. Vous dites Je 5 à pense. 10% par an les années qui viennent. Et puis vous dites au fond, c'est la facture du quoi qu'il en coûte. Oui, je pense que Le quoi qu'il l'inflation en va coûte durer. qui nous a permis de traverser l'épidémie. C'est vrai, mais si vous voulez, les raisons qui me font penser que l'inflation est durable, il y en a plusieurs d'ordre tout à fait différents. D'abord, je reviens à mon histoire de mondialisation, la vraie cause de la désinflation, c'était la mondialisation. Le fait que vous puissiez aller produire dans les meilleures conditions en termes de coûts à l'autre bout du monde. C'est fini. Dans un monde justement dominé par les rivalités géopolitiques, dans un monde où le risque géopolitique réapparaît, vous n'avez plus la possibilité de délocaliser parce que vous prenez le risque de vous retrouver comme les entreprises qui étaient en Russie, qui du jour au lendemain ont dû abandonner leurs actifs. Premier point, un monde cloisonné est un monde structurellement inflationniste. Premier élément. Le deuxième, il est démographique. On entre dans des années où toutes les populations actives, au moins pour les pays connectés à l'économie monde, vont diminuer. Ça veut dire que les salaires vont augmenter. C'est aussi structurellement inflationniste. La troisième raison, vous l'avez évoqué, c'est l'extraordinaire débauche de création monétaire que nous avons connue, évidemment à l'occasion du Covid, mais globalement depuis la crise financière de 2008-2009. C'est l'argent magique. Hein. C'est l'argent magique. Et alors, on n'a jamais vu dans l'histoire économique, jamais, mais pas une fois, qu'on ait créé autant d'argent sans créer la production correspondante, puisque c'est ça qui s'est passé, et que ça n'ait pas débouché à un moment ou à un autre sur de l'inflation. Alors, inflation sur les marchés d'abord, on les a vus avec l'extraordinaire croissance des prix des actions, ou bien des actifs numériques, les NFT et autres billevesés, qui ont vu leur cours exploser dans les années récentes, mais on voit bien que maintenant ça percole dans l'économie réelle, à l'occasion de la guerre d'Ukraine. Mais ne confondons pas les choses. La cause de l'inflation, ça n'est pas la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine, c'est le déclencheur. Le déterminant profond, il est plutôt dans la persistance d'une masse monétaire très importante qui s'est accumulée sous forme d'épargne et qui, à partir du moment où les confinements ont été levés, s'est ruée sur la demande sur l'offre qui n'était pas suffisante pour satisfaire la demande. Mais ça veut dire, François, vous dites au fond un renversement des pouvoirs, de force, des rapports de force, absolument. Au bénéfice des salariés et au détriment du capital, parce que évidemment, peut-être une corrélation entre les augmentations de prix et les augmentations de salaire serait nécessaire et peut-être souhaitable, vous dites, et en même temps, on va demander toujours plus à l'État, parce que l'État va remplacer le capital pour gérer l'économie. C'est vrai, disons ça, c'est la situation française, mais un mot sur les rapports de force. C'est vrai que ces 40 ans de cycle libéral, en gros, si on veut le borner d'un côté et de l'autre, c'est la chute du mur de Berlin en 89 et l'irruption de la Chine dans l'économie monde, c'est le début de cette mondialisation et du cycle libéral. Et la borne finale, c'est la guerre d'Ukraine, qui au contraire recloisonne le monde. Donc, pendant ce temps-là, qui avait le rapport de force en main? C'était le capital, qui avait la possibilité de se délocaliser, justement, etc. Et puis de fabriquer dans les meilleures conditions pour le consommateur, mais aussi pour l'actionnaire. Et c'était justement aussi le consommateur, parce qu'il a bénéficié des meilleurs prix grâce à l'internationalisation de l'économie. On peut penser que dans un monde cloisonné, tout va s'inverser, parce que le capital n'a plus la liberté d'aller là où il veut, et je pense que c'est aujourd'hui la Russie qui est bloquée, demain ça sera la Chine. S'il se passe un conflit avec Taïwan, ce qui est tout à fait vraisemblable, c'est la Chine qui sera frappée de sanctions, ou c'est la Chine qui va se refermer d'elle-même, avec les manifestations que vous évoquiez, les difficultés du zéro Covid, on voit bien que le pays là est dans une espèce d'impasse. Donc le capital, lui, aura moins de liberté. En contrepartie, le salarié en aura davantage parce que dans une période où la démographie le rend plus rare, il aura la possibilité de faire monter son salaire davantage. Idem pour consommateur-producteur. Si ça n'est plus le consommateur qui a le rapport de force en main, c'est le producteur qui va le garder. Pour des raisons stratégiques. Aujourd'hui, on construit des usines de semi-conducteurs, on va les faire en France, les coûts de revient seront plus élevés qu'à Taïwan ou en Chine. Mais on le fait parce qu'on considère que c'est stratégique, qu'il faut pouvoir s'approvisionner en biens essentiels. Alors les semi-conducteurs, les médicaments, peut-être demain l'alimentation. À partir du moment où vous donnez la priorité à la facilité d'approvisionnement et à la stratégie, forcément, ça se fait au détriment du prix, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui paye. C'est pas un drame, parce que mieux vaut que le salarié soit privilégié, quitte à ce que le consommateur paye plus cher. C'est un peu l'équilibre japonais, avec des prix intérieurs plus élevés,
mais des salaires aussi plus élevés. Oui, mais politiquement, on voit des difficultés, on voit ce qui s'est passé en Italie, on voit l'Europe confrontée au populisme, on voit une majorité relative en France pour Emmanuel Macron. Jusqu'où la redistribution pourra aller? Parce que là, vous dites qu'il y a un écueil pour l'avenir économique de la France, c'est qu'à un moment donné, il va falloir mettre un frein. Oui. Et là, il y a un risque de rupture sociale. Non, c'est tout à fait juste. Je pense que c'est le principal risque qui pèse. Globalement, cette transition est plutôt porteuse de choses qui sont assez favorables à la France, me semble-t-il, parce que c'est le retour du politique, de la politique industrielle. C'est des choses qu'on savait faire. J'utilise à dessein l'imparfait. Est-ce qu'on sait toujours les faire ? C'est la question. Vous évoquez l'État. C'est vrai que quand on regarde l'évolution des 20 dernières années, et particulièrement depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, hein. C'est singulier, mais c'est la vérité. La redistribution ne cesse de progresser au détriment du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que globalement, on a un pays où la part des impôts n'a quasiment jamais été aussi importante. Ça a baissauté là dans les dernières années, mais enfin on est quand même à des niveaux qui sont de l'ordre de 45% du PIB, record du monde avec le Danemark, on se dispute la première place chaque année, et puis des niveaux de dépenses publiques qui sont considérables bien supérieurs, puisqu'il faut rajouter le déficit. On est au-delà de 50%. Donc on voit bien que la tendance de la France et des Français, et des pouvoirs français, de ceux qui ont dirigé la France, ça a été de faire progresser cette part de la redistribution au détriment des services publics. Donc on se trouve avec une espèce de paradoxe, on n'a jamais payé autant d'impôts, et pour autant les services publics n'ont jamais aussi moins bien marché. J'exagère, je caricature un peu, parce que c'est vrai que l'hôpital n'est pas en forme, pour autant il y a quand même un niveau de soins qui fait encore envie à beaucoup de nos pays, mais nous n'avons plus le meilleur système de santé du monde, et nous n'avons plus le meilleur système éducatif, celui dont nous nous prévalions, parce qu'il ploie sous la poussée des difficultés et sous l'amaigrissement des moyens. Et même quand on voit les difficultés dans lesquelles œuvrent les pompiers, hein, c'est quand même des services publics de base, on voit que partout il a fallu rogner. Je ne parle même pas des services municipaux qui eux aussi sont en difficulté croissante. Donc notre État, auquel nous sommes attachés culturellement, historiquement, sera-t-il à même de combattre dans ce nouveau monde où on va avoir besoin de lui justement pour appuyer la définition des frontières extérieures européenne, pour reconstruire une politique industrielle européenne ou française à tout le moins? C'est vrai que c'est une crainte qui est alimentée par exemple les déboires d'EDF, hein, qu'on a vu récemment. Souvenez-vous, vous comme moi, nous, on a l'âge d'avoir connu l'époque triomphale d'EDF, hein, qui avait accumulé justement les bénéfices des investissements qui avaient été faits dans le nucléaire, où nous avions... EDF était le premier électricien, énergéticien même mondial, et on avait une électricité peu chère, décarbonée, etc. Aujourd'hui, nous sommes en risque d'avoir des coupures cet hiver. Parce que, alors pour tout un tas de raisons, qui touchent à la fois au pilotage politique de tout ça, au fait que EDF a laissé un peu... on a laissé cette filière un peu en déshérence. Et c'est vrai que ça, c'est préoccupant. Est-ce que nous aurons le courage de restaurer notre État dans ses fonctions régaliennes de protection, à la fois la sécurité intérieure du pays, la sécurité extérieure, bien sûr, et puis l'investissement pour l'économie de demain? Merci beaucoup, François. François Langlais, rien ne va, mais... 3 petits points. Oui, il y a quand même beaucoup de pistes d'avenir. 2023, l'année qui peut nous sauver, dit François Langlais, chez Plomb. Merci beaucoup, François, d'avoir été notre invité.